Bonjour. De la sueur froide donne permanence à tout un peuple à l'heure de la mobilisation des ressources financières pour la tenue à bonne date des rendez-vous électoraux, le Bénin faudrait bien en être exempt. Mais l'épreuve des nerfs devenue presque cyclique, nombre de voix n'ont de cesse d'appeler à la définition de nouveaux mécanismes susceptibles d'aider à parer une fois pour toutes au plus précis. 2018, année carrefour en vue de la tenue d'une série de scrutins, certaines chapelles politiques, pour éviter la même ritournelle, préconisent déjà la suppression de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Une blague de mauvais goût, pensent certains, une piste prometteuse, mais à explorer avec minutie, soutiennent d'autres. Dans l'indifférence du grand nombre, le débat prend petitement place. 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait passer au peigne fin les tenants et aboutissants de cette probable option qui se susurre. Faut-il aller ou non à la suppression de la Sénat et à quelle fin? Mesdames, Messieurs, le débat, c'est tout de suite. Et maintenant, autour du thème, probable suppression au Bénin de la Sénat, une option heureuse ou périlleuse. Avec nous, pour l'instant, analyse Clotaire Oliné, coordonnateur national de la dynamique Ensemble Osons l'avenir. Il est expert des questions électorales. Clotaire Oliné, bonjour. Bonjour, monsieur Yetonji. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, pour l'instant, débat, Steve Poton, juriste, il est analyste politique. Steve Poton, merci de nous rejoindre. Bonjour. Merci à vous. Alors, plus de 16 ans, dit-on, d'expérience acquise dans le domaine électoral. Et pourtant, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, structure chargée de l'organisation des élections, continue d'être sujette à chaque élection à des critiques et parfois à des controverses de toutes sortes. En dépit des efforts fournis pour la pas faire, elle est loin de faire l'unanimité. Certains en appellent carrément à sa suppression. Alors, Clotaire, l'idée du parcours de la Sénat, est-ce que désormais il faut plutôt conclure à sa décapitation? Merci, monsieur Yetonji. Je pense que dire d'emblée qu'il faut supprimer la Sénat serait suicidaire. Je dis serait suicidaire en l'état actuel des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut retourner aux origines de la création de la Sénat pour comprendre pourquoi cet organe-là a été mis en place. Et ensuite, voir depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui, sur son parcours, quelles ont été ses réalisations, quelles ont été ses forces et ses faiblesses. Et ce n'est qu'en faisant cette analyse-là qu'on peut conclure à la suppression ou non d'une structure comme la Sénat. Et moi, de mon point de vue, lorsque je regarde aujourd'hui le parcours de cette institution dans l'architecture institutionnelle de notre pays et que je rapproche de ce qui a été à l'origine de sa création, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour envisager une suppression de la Sénat. Personnellement, je ne suis pas contre, a priori, une suppression ou une modification de la Sénat. Mais je pense que le contexte et l'étape actuelle de notre processus démocratique ne nous permet pas encore de nous passer. Quel est-il et le parcours aussi, Clotaire, on y revient. Je me tourne vers Steve Poton. La Sénat, en l'état actuel, se révèle-t-elle plus une menace qu'un bouclier pour la stabilité sociale? Alors, il serait difficile de prendre le pari de répondre par oui ou non à cette question. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en démocratie, tout débat est légitime. Et il faut discuter parce que, comme nous le savons en politique, beaucoup de choses ne sont pas définitives. Donc, ce qui a été hier peut être changé aujourd'hui. Et donc, le débat, si débat il y a, c'est que c'est légitime. Il faut discuter, il faut débattre. Et discuter, il faut débattre, comme l'a dit tout à l'heure Clotaire, c'est-à-dire il faut retourner à l'origine de la création de la Sénat. Mais il faut peut-être, sans langue de bois, faire le bilan de l'expérimentation des 22 ans de l'existence de la Sénat pour voir si, est-ce que le bilan de la Sénat est si médiocre jusqu'au point où qu'il faille retourner l'organisation des élections dans le giron du ministère de l'Intérieur comme il était d'usage avant l'avènement de la Sénat. Et je pense que toute la problématique est là. Et moi, sur cette problématique, je dis, bon, je préfère qu'on n'aille pas méthode, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport d'évaluation
de l'activité de la Sénat, de l'organisation des élections par la Sénat, qui est disponible aujourd'hui et qui peut être un rapport fatal pour la Sénat? À ma connaissance, non. Mais est-ce que dans l'organisation des élections, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit aussi, tout un peuple, surtout sur le coût financier des élections, tout un peuple retient son souffle quand il s'agit de décaissements effectués vers la Sénat? Ce n'est jamais bien vu par les populations, mais après tout, la démocratie, ça n'a pas de prix, mais peut-être ça a un coût et il faudrait qu'on en paye. Tout à fait. Clotaire Oligny, le parcours de la Sénat aujourd'hui, quel est-il et comment peut-on vraiment l'apprécier? Merci bien. Je voudrais rappeler que la Sénat a été créée, si je ne m'abuse, en 1994. Et cette structure a été créée pourquoi? Parce qu'à l'époque, on estimait que le ministère de l'Intérieur, qui a organisé les élections entre 91 et 94, là, justement, que le ministère de l'Intérieur ne donnait pas toutes les garanties d'impartialité, de crédibilité. Et du coup, les acteurs politiques qui n'étaient pas du côté du pouvoir se disaient, mais mettaient des doutes par rapport au travail qui se faisait par le ministère de l'Intérieur. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée est venue d'isoler un organe dans l'architecture institutionnelle qui soit chargé d'organiser, justement, de gérer les élections et qui puisse obtenir la confiance de tous les acteurs impliqués dans le processus. Donc, en réalité, c'était une affaire de confiance. C'est-à-dire qu'on a mis en place la Sénat parce que certains acteurs n'avaient pas confiance dans le processus tel qu'il était mené par le ministère de l'Intérieur. Et pour ceux qui le savent, une élection, lorsque tous les acteurs ne font pas confiance, elle a beau être très bien organisée, il y aura toujours des contestations. Donc, il fallait trouver un mécanisme, et ce mécanisme-là, ça a été la Sénat. Si vous vous souvenez, la Sénat, dès sa création, a été remise en cause par le pouvoir du président Soglo à l'époque. Et il a fallu une décision de la Cour constitutionnelle pour que cet organe-là soit finalement, définitivement maintenu dans notre architecture institutionnelle. Et donc, depuis ce temps, 95 jusqu'à présent, la Sénat a fait ses preuves. La Sénat a fait ses preuves avec ses hauts et ses bas. Et à ce niveau, je voudrais vous rappeler que une institution, quelle qu'elle soit, ne vaut que ce que valent les hommes chargés de l'animer. Et donc, à des moments donnés, la Sénat, du fait des acteurs qui ont été aux commandes de cette structure, ont donné des résultats satisfaisants ou peu satisfaisants. Et donc, tout cela a amené à une modification. Si vous avez fait attention, la Sénat, dans sa composition tout au moins, a été remise en cause plusieurs fois. On a eu des Sénats de 17 membres, des Sénats de 25 membres, des Sénats de 11 membres, ainsi de suite. Parce qu'on estimait toujours que c'était pas... il y avait des choses à corriger. Mais dans l'ensemble, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'existence de la Sénat a maintenu quand même une certaine stabilité, une certaine confiance dans le processus. Mais est-ce que cette confiance dans le processus-là est due uniquement aux hommes? Ce n'est pas sûr. Pourquoi je dis ce n'est pas sûr? Parce que le processus électoral, c'est un ensemble d'acteurs, mais c'est également un ensemble d'outils. Et au nombre de ces outils, il y a le plus important qui est la liste électorale. Et vous savez que la liste électorale a été gérée par la Sénat jusqu'en 2009-2010, où on a procédé à la mise en place de ce qu'on appelait le COS-LEPI. Et d'abord la CPS-LEPI qui est devenue ensuite le COS-LEPI. Et cette CPS puis COS a retiré donc à la Sénat une de ses attributions majeures, qui est la réalisation de la liste électorale. Alors si on en est arrivé là, c'est parce que certainement on s'est dit que la Sénat, cette attribution-là, elle ne pouvait pas gérer cette attribution-là dans le contexte où la LEPI a été mise en place. Donc l'outil LEPI aujourd'hui, il faut également l'évaluer pour voir est-ce que cet outil-là a permis de régler les problèmes qu'il était censé régler. Et de ce point de vue, vous conviendrez avec moi que d'abord en termes de coût, parce que ça faisait partie des problèmes qu'on a voulu régler. Chaque fois qu'on revoyait la composition de la Sénat, en termes de coût, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé.
Or, ce problème, il faut le régler. En termes d'attribution de la Sénat, du COSREPI, de l'ANT, c'est-à-dire les différents organes qui interviennent dans le processus électoral, ce n'est pas évident qu'on a déjà trouvé la solution. Et ensuite, la troisième chose, enfin, qui me paraît intéressante à voir dans cette analyse, en termes d'indépendance des structures, parce que ça également, c'est important. Si on a isolé la Sénat, c'est pour que cette structure-là soit indépendante pour pouvoir véritablement jouer le rôle qu'on lui a confié. Mais au fil du temps, est-ce qu'on est sûr que cette structure est véritablement indépendante? Là encore intervient la question des acteurs. Alors, si on n'a pas réglé convenablement la question de l'indépendance de la structure, on n'a pas réglé convenablement la question du coût des élections, on n'a pas réglé convenablement la question du partage des attributions, eh bien ça veut dire que la question Sénat peut toujours être discutée. Oui. Et c'est à ce niveau-là que je rejoins M. Coton pour dire, oui, il faut aujourd'hui que le débat se fasse. Moi, ce qui me gêne en fait, dans les rumeurs, parce que j'ai eu également vent de ces rumeurs-là, de suppression ou non de la Sénat, c'est qu'on refuse à faire publiquement le débat. Je pense qu'il faut faire le débat. Qu'il vous souvienne qu'il n'y a pas longtemps, sur ce même plateau, j'avais déploré le fait que le gouvernement actuel ait lancé l'idée du RAVIP, c'est-à-dire le recensement administratif à vocation d'identification de la population, dans une certaine nébuleuse. Pour moi, c'est une nébuleuse parce qu'on ne nous a pas dit tout sur le RAVIP, j'ai l'impression. Si on fait le RAVIP, quel sera le sort de la LEPI? Je crois que c'est des débats qui doivent se faire. Est-ce que le RAVIP est un cheval de Troie pour régler la question de la LEPI ou même de la Sénat? Ou même de la Sénat? Parce que si la question de la liste électorale est réglée à travers le RAVIP, et ce n'est pas impossible, c'est une option, ce n'est pas impossible. Si cette question-là est réglée, ce qui reste à faire, c'est la gestion, la supervision du processus. Il y a des pays qui ont fait le choix de confier cette gestion-là au ministère de l'Intérieur. Je prends l'exemple du Mali, c'est le ministère chargé de l'aménagement du territoire qui organise les élections et la Sénat supervise les élections. Et la délégation générale des élections gère la liste électorale. Et ça marche. Donc, il y a plusieurs formules possibles. C'est pourquoi je parlais tantôt de suppression ou modification de la Sénat. Donc, il y a plusieurs formules possibles. Mais il faut faire le débat pour retenir ce qui est le plus adapté à notre contexte. Ou Steve Coton, ce parcours, comment vous l'appréciez? Alors, d'abord, il faut dire que notre pays bénéficie relativement d'une stabilité politique quand on observe ce qui se passe en Afrique de l'Ouest d'abord, mais aussi en Afrique d'une manière générale. Et quand on sait aussi que beaucoup des crises politiques, ou bien des conflits, des foyers de tensions politiques qui existent sur le continent sont partis des crises post-électorales ou bien des crises liées au changement de régime. C'est qu'on peut dire que quand même la Sénat n'a pas été rien dans la stabilité politique du Bénin. Mais il faut faire observer aussi que d'abord, quand on parle de l'origine, et comme l'a dit tout à l'heure M. Olide, c'est qu'il y a une guerre sur la création de la Sénat et le juge constitutionnel béninois a tranché cette guerre. Et ceux qui étaient pour la création de la Sénat ont gagné cette guerre. Mais attention, quand ils ont gagné cette guerre, c'est que le champ de bataille s'est transformé maintenant au cœur de la Sénat. Il a cité le processus même, les différentes transformations subies par la Sénat. C'est lié à un moment donné, c'est qu'on a senti, pour emprunter l'expression du professeur Aïvo, une ghettoisation de la Sénat. C'est-à-dire? C'est-à-dire la Sénat est devenue un ghetto où c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire les règles en matière d'organisation des élections sont là, mais dès que l'opposition et mouvement se retrouvent au sein de la Sénat, c'est-à-dire c'est qui arrive à contrôler. Si je suis le président, c'est tout ce que je dis qui passe. Si c'est l'opposition qui est le président, alors on fait tout possible pour l'empêcher, pour empêcher l'opposition, c'est que d'organiser les élections. Il y a un président de la Sénat qui a été destitué 3 fois et réélu 3 fois. Il y a aussi un autre président de la Sénat. Alors que les résultats devraient être proclamés en commission, c'est-à-dire tous les membres, les représentants de la Sénat devaient être là. Lui seul s'est enfermé dans son bureau pour proclamer les résultats d'une élection. Donc,
et avec l'aide du gouvernement, bien sûr. Donc, ce qu'on est en train de refuser, ce qu'on refusait au ministère, ce qu'on évitait en délogeant l'organisation de la Sénat du ministère de l'Intérieur, il ne faut pas qu'on perde de vue que ça s'est passé au sein de la Sénat. Mais, puisque il paraît que nous sommes un peuple de génie, le génie béninois a toujours fait que le pire a toujours été évité. Alors, et à un moment donné, tous les acteurs, et je pense que M. Olide, qui est spécialiste de la question, qui a même publié beaucoup sur la question, tous les acteurs étaient d'accord à ce qu'on passe à la professionnalisation de l'organisation des élections. Et ça a été un débat mené au moins pendant 10 ans, concomitamment avec la constitutionnalisation de la Sénat et la professionnalisation de la Sénat, après le pas sur la constitutionnalisation de la Sénat. Moi, en tant qu'observateur, je fais le constat que depuis que la Sénat a été professionnalisée, c'est que les deux dernières élections organisées par une Sénat, entre guillemets, professionnalisée, c'est-à-dire les gens qui sont là exclusivement que pour ces élections. Il y a un personnel technique, d'appoint qui a été recruté sur la base des compétences techniques en matière d'organisation des élections. Et il faut féliciter aussi au passage une unité de recherche à l'université d'Abou-Mekala, la chaire, qui, en temps, je pense, au lendemain des élections de 2011, a créé un master en management des élections, qui est un master très sérieux et qui est un master très ambitieux pour l'Afrique francophone, on peut dire. Donc, tout cet environnement a amélioré, c'est l'observation que, en tout cas, moi, je fais, a amélioré l'organisation des élections dans notre pays. Et les deux dernières élections, c'est-à-dire les législatives de 2015 et les législatives de 2016, en sont une illustration parfaite, parce que quand même, on a organisé les élections où, plus ou moins, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes comme on en a connu en 2011 avec le chaos et puis les législatives et ce qui n'a fait. Et en 2016 aussi avec la présidentielle, c'est qu'on n'a pas vu de candidat qui a contesté les résultats. On n'a pas vu de dénonciation de fraude massive, de tout ça. Donc, on peut dire que la professionnalisation a commencé par produire ses effets. Et l'argument des chapelles, l'argument phare des chapelles qui réclame un débat sur la suppression de la Sénat ou pas, c'est surtout au niveau du coût financier. Un coût financier qui unanimement, il faut le reconnaître, a fait beaucoup de vagues. Et chaque fois, ça a été toujours un déclic de dernière minute qui permet de sauver les meubles. Il faut qu'un débat aussi technique et complexe est posé avec une telle simplicité, c'est qu'on affaiblit le débat. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Si on change, c'est-à-dire si on déloge l'organisation de la Sénat vers le ministère de l'Intérieur, est-ce que le processus, les mécanismes vont changer? Parce qu'il faut qu'on se rappelle d'une chose. La crédibilité des élections, la transparence du processus électoral sont des gages pour la consolidation. Je dirais même que c'est la meilleure garantie pour la consolidation de la démocratie. Parce que c'est le point de départ même de la démocratie. C'est que le choix, la démocratie étant un système politique où le peuple désigne ses représentants, c'est-à-dire si je suis d'accord, j'ai participé à la désignation d'un élu, c'est que je me retrouve à travers ce qu'il est en train de faire. Et donc, il ne faut pas biaiser l'expression de la volonté populaire. Donc, l'élection est une chose très importante. Donc, on ne peut pas réduire la question à une question de coût, mobilisation de fonds. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est une question prépondérante que le terre Oliné. On a vu comment ça s'est passé récemment. À un moment donné, on a dû même lancer des appels au financement public. La suite, il y a eu un règlement miraculeux à ce qu'il paraît de la situation. Le débat, il faut pourtant donc le mener. À l'heure actuelle, que faut-il faire par rapport à cette question devenue une question presque préjudicielle? Merci bien. Vous l'avez très bien dit, la question est complexe. La question est complexe et il faut véritablement mener le débat, mais de façon franche et publique. Il ne s'agit pas de trouver des subterfuges, de rentrer dans des chapelles et après de sortir une solution comme par miracle d'un chapeau magique. Ça ne nous avancera pas beaucoup. Parce que, effectivement, la démocratie a un coût. Les élections, ça a un coût. Mais est-ce qu'on ne peut pas minimiser ce coût? Ça, c'est un débat important. Je suis d'accord. Il y a des gens
qui ont été jusqu'à proposer dans ce pays qu'on fasse des élections à un tour. Parce que les élections coûtaient trop cher. Je dis non, c'est trop simpliste de poser le débat comme ça. Qu'est-ce qui fait que les élections coûtent cher? C'est là qu'il faut aller chercher. Ce qui fait que les élections coûtent cher, c'est un certain nombre de masses de dépenses. Et ça se trouve à quel niveau? Ça se trouve, au niveau de la liste électorale. Ça se trouve, au niveau des frais que l'on paye aux nombreux agents électoraux qu'on recrute pour les élections. Ça se trouve, 3, au niveau de l'acquisition du matériel électoral. Alors, quand vous prenez chacun de ces points-là, qu'est-ce que vous remarquez? Je ne commence par le dernier. L'acquisition du matériel électoral. Qu'est-ce qui fait que ça coûte cher? Ce qui fait que ça coûte cher, c'est qu'on s'y prend tard. C'est-à-dire qu'on commande tardivement le matériel. Et lorsque vous commandez tardivement le matériel, c'est que vous rentrez généralement dans des procédures de gré à gré. Parce que dans quelles conditions on fait le gré à gré? C'est lorsqu'il y a une situation de monopole ou une situation d'urgence. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on attend le dernier moment et on prétexte de l'urgence pour rentrer dans du gré à gré. Lorsque vous rentrez dans du gré à gré, eh bien, il y a à boire et à manger. Tout peut se jouer à ce niveau-là. Et le matériel que vous pouvez acquérir à moindre coût, vous pouvez l'avoir au double, au triple de son coût. Et dans ce jeu-là, il y a beaucoup de déperdition d'argent. Ça fait un. Deuxième chose, c'est les agents électoraux. À chaque fois, il faut recruter de nombreux agents recenseurs pour régler la question de la liste. Il faut recruter de nombreux agents de bureaux de vote pour qu'on va déployer. Heureusement, cette fois-ci, depuis le code électoral, il n'y a plus de commission électorale départementale, communale et tout. Il y a maintenant des coordonnateurs d'arrondissement et c'est une grosse avancée. Maintenant, en termes de coûts, il faut évaluer et comparer avec ce qui se faisait et pour voir est-ce que ça nous a permis effectivement de faire des économies. Parce que si vous aviez l'habitude de recruter 10 000 personnes que vous payez à 1 000 francs et que maintenant vous passez à 1 000 personnes que vous payez à 10 000 ou à 20 000, vous n'avez pas fait d'économie. Au contraire. Donc, c'est des questions de fond qu'il faut analyser ça. Troisième chose, je l'ai dit, c'est la liste électorale. La liste électorale, on s'est dit, après la première expérience de 2009-2010, de la réalisation de la LEPI, où il fallait de gros déploiements de matériel, il fallait investir énormément, et bien après, ça devait être des mises à jour qui ne devaient plus nous coûter beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, eh bien, les coûts, au lieu de diminuer, ne font que grimper. Ça veut dire que là également, on n'a pas trouvé la solution. Donc, en termes de coûts, il faut s'asseoir et se dire la vérité. Si aujourd'hui, pour la question de la liste électorale, le fichier de l'état civil est assaini et qu'on s'entend pour dire, c'est à partir de ce fichier désormais qu'on va tirer ce qui va servir de liste électorale, qu'on va peut-être, par rapport auquel on va faire un léger apurement, ça va nous revenir beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que le fichier électoral va être géré en permanence, puisqu'il y a une administration qui est là et qui gère en permanence. Donc, à l'approche des élections, il n'y aura que de petits réajustements à faire. On n'aura plus un coût de réalisation de liste ou d'appurement de liste qui va continuer de faire peur. Donc, il faut trouver comment on règle de façon satisfaisante la question de quelle structure gère la liste électorale. On n'a pas encore trouvé la solution de mon point de vue. Le COS-LEPI ne nous a pas beaucoup avancé sur ce terrain-là. Ensuite, la question des agents. Et c'est là que se trouve le nœud par rapport à ministère de l'Intérieur ou Sénat. Je vous ai dit, il y a des pays qui ont fait l'option que c'est le ministère en charge de l'administration territoriale qui s'occupe de l'organisation des élections. Tout simplement parce qu'il y a des agents de l'administration sur toute l'étendue du territoire qui sont déjà payés en temps normal pour ce qu'ils font et qui n'entraînent pas des coûts supplémentaires, qui greffent un budget électoral. Mais la question à ce niveau, jusqu'à quel degré on peut leur faire confiance? D'où la question de la confiance qui revient. Vous voyez, donc c'est très complexe. La question du matériel, on a pensé avoir réglé ça dans le code électoral. Mais j'ai comme l'impression que, est-ce que c'est parce que la Sénat actuelle n'a pas eu beaucoup de temps n'a pas eu suffisamment de temps pour s'installer, prendre les dispositions avant que les élections n'arrivent? Je ne sais pas encore, c'est dans la durée qu'on va apprécier. C'est pourquoi je dis aujourd'hui,
je trouve que c'est prématuré de dire on supprime. Il faut encore laisser un peu de temps à cette Sénat-là pour faire ses preuves. Si, au regard de tous ces facteurs-là, on se rend compte de façon objective que la meilleure option, c'est de retourner l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, je dis, il faut s'asseoir et en décider ensemble. Et à ce moment-là, dire, s'entendre sur quelles sont les prérogatives de ce ministère-là. Quelles sont ses prérogatives et quel est le degré de neutralité ou d'indépendance de ceux qui, dans ce ministère, seront identifiés pour gérer le processus électoral. Mais alors, quand c'est comme ça, est-ce qu'on maintiendra quand même la Sénat? Et si on doit la maintenir, quelles seront ses prérogatives à elle? C'est-à-dire, c'est pour dire, c'est un ensemble de questions qu'il faut, de façon apaisée, de façon objective, analyser pour ne pas rentrer dans un autre On espère à évoquer un certain nombre de points. Mais quand on l'écoute, sur chacun de ces points, on se rend compte que le facteur temps revient de façon récurrente. Mais depuis 1990, le Bénin a organisé déjà une série d'élections. Alors, pourquoi doit-on chaque fois retomber dans ces travers, pour l'appeler ainsi? Le fait des acteurs politiques eux-mêmes ou des gouvernants qui, dans le cas d'espèce, restent aussi des acteurs politiques. Alors, la question est éminemment politique. Et c'est là où, en partie, je ne suis pas d'accord avec le diagnostic de M. Olihide, parce que, en bon expert, il a traité la question de façon technique sans situer la question dans son... Bon, en bon expert, en bon acteur politique aussi, sans situer la question dans son contexte, non seulement dans son contexte politique, mais dans son contexte politique général. D'abord, je vais commencer par la liste électorale qu'il a évoquée. D'abord, on ne peut pas quitter un système aussi anarchique que l'élaboration des listes manuelles sous un manguier et passer à une liste informatisée avec des photos, une liste, je dirais même, c'est plus que informatisée, mais numérisée, parce qu'il est arrivé un moment où vous pouvez même aller sur Internet pour aller consulter si vous êtes sur la liste, donc numérisée sans sacrifice. Alors que nous ne sommes pas un État réputé pour être un État technologiquement très, très, très avancé. Deuxième chose, c'est que c'est la liste électorale qui coûte évidemment cher, comme il a dit. Mais pourquoi? Parce que simplement, nous n'avons pas un fichier national d'état civil informatisé dans lequel on peut extirper une liste comme il le souhaite et avancer avec, organiser les élections avec ça. D'accord. Je ne veux pas dire que ces deux raisons justifient le coût exorbitant qui sont impliqués dans l'élaboration des listes. Et c'est là où je veux revenir sur le contexte politique d'une manière générale. En fait, le contexte politique que nous connaissons au Bénin, c'est quoi? C'est la corruption et la malgouvernance. Ce qui se passe au niveau de l'élaboration des listes électorales chez nous, c'est ce qui se passe aussi dans la gouvernance dans d'autres secteurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas une gouvernance ce sont les mêmes cadres qui s'interchangent. Quand vous voyez la composition aujourd'hui de la Sénat, quand vous observez bien, ce sont des personnalités qui ont occupé... Donc on ne traîne les pas exprès pour aller au gré à gré et avoir aussi... Non, je vais venir là. Non, pas plus. Je parle de la gouvernance d'une manière générale du pays qui est ainsi. Et qui est transposée aussi dans la gestion des élections. Surtout au niveau de l'élaboration des listes électorales. Ensuite, je voulais revenir au recrutement des agents électoraux. En fait, le recrutement des agents électoraux répond à un souci d'équilibre entre les acteurs engagés dans l'élection. Parce que quoi? Le recrutement s'effectue comment? Ce sont les partis politiques représentés au Parlement, c'est-à-dire qui désignent ceux qui vont... C'est qu'il y a même la Cour constitutionnelle a fixé un quota pour les partis de l'opposition et pour les partis de la mouvance. Et ils ont un critérium de calcul. On sait que pour tel camp, tel vous revient, tel nous revient. Et on s'entend sur ça pour que chaque parti dans chaque localité ait ses représentants qui ont un regard sur l'organisation des élections. Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés
à un niveau de confiance entre les acteurs où je peux aller tranquillement dormir à la maison. Mais ce système-là a été modifié par le code électoral. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Oui, moi je fais je décris le cheminement de ce que... Pourquoi nous sommes en arrivé là. Et par rapport à l'acquisition du matériel électoral, ça dit, c'est le nerf de la guerre. Et je ne vais pas dire le nerf de la guerre, c'est le nœud même des élections. D'abord, la plupart des cas, ce sont des matériaux très très sensibles. Quand je prends un bulletin de vote, quand même, on ne peut pas commander le bulletin de vote, sachant bien les pratiques de fraude chez nous, on ne peut pas commander les bulletins de vote à 2 mois, à 3 mois des élections. Il faut quasiment confier ça à quelqu'un, et un monopole, et le faire à un coût aussi exorbitant. Donc, je ne justifie pas, mais je donne juste des explications. Maintenant, comment remédier à cela? Pour remédier à cela, il faut d'abord de la volonté politique absolue. C'est-à-dire... Il paraît que c'est de l'abstraction chaque fois qu'on parle de volonté politique. Non, malheureusement, la volonté politique existe. C'est-à-dire, un président dit, moi, je veux que désormais, le peuple béninois soit vu comme un peuple attaché, c'est-à-dire à la crédibilité des élections. Et ça suffira qu'un président le dise? Mais pourquoi pas? S'il le dit, vous allez vous opposer à ça? Non, je parle des acteurs dans leur ensemble. Mais oui, c'est ça ce que je dis. Parce que, sincèrement, si on n'en arrive pas là, c'est comme aussi le sujet du développement. Il faut que quelqu'un arrive et dise, moi, je suis là rien que pour le développement. Je veux que mon pays avance. Malheureusement, si nous n'arrivons pas à avoir des cadres qui ont ce degré de patriotisme dans le sang, on peut dire que nous sommes mal barrés. Alors, tout se joue sur la volonté des acteurs politiques. Oui, mais... Je dis oui, mais pourquoi? Parce que je dirais, même les systèmes les plus fiables en matière d'élection sont trafiqués. Aujourd'hui, les Américains se courent dans tous les sens. C'est là où je voulais en venir quand je dis oui, mais... Courent dans tous les sens pour savoir si leur élection présidentielle n'a pas été truquée ou fait au profit d'un candidat ou autre. Ils ont 200 ans de démocratie. Je voulais en venir là. Je voulais vous dire, je veux commencer par dire une chose. Le système fraude zéro n'existe pas. Quel que soit ce qu'on fera, il n'y aura pas un système électoral qu'on va finir par mettre en place avec fraude zéro, irrégularité zéro. C'est pas possible. Vous voyez, le Kenya vient de lancer une première. La Cour suprême a annulé les élections présidentielles, a demandé que ça soit repris. Mais moi, pour ce que je connais de l'organe de gestion des élections du Kenya, la IEBC, mais c'est un organe qui a beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire, cette institution-là qui gère les élections, qui gère même les circonscriptions électorales, la création et la gestion des circonscriptions électorales, qui supervise même les primaires au sein des partis politiques. C'est une institution qui fait du très bon boulot. C'est une des rares en Afrique qui séduit par sa crédibilité. Mais pourtant, l'élection qu'elle a organisée récemment a été annulée par la Cour suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la formule que l'on retiendra, quels que soient les hommes que l'on mettra, il n'y aura pas de risque de fraude zéro. À partir de ce moment-là, je dis encore une fois, le débat doit se faire. Au fait, le débat politique que M. Coton est en train d'évoquer, en réalité, je refuse de le faire, le débat ici. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que j'occulte le débat, mais je dis, il faut que cela se fasse. Ce n'est pas ici que cela va se faire. Et ça, il faut l'avouer. Exactement. Et c'est là où la question de la volonté politique arrive. Mais il ne faut pas que ce soit une volonté politique où un seul acteur impose. Là, je ne suis pas totalement d'accord. Un acteur politique ne peut pas... Si ça vient comme une imposition, le problème de confiance reviendra. On retombera dans les mêmes problèmes. Donc, si celui qui est aujourd'hui au pouvoir a une idée, mais qu'il la mette sur la table et que le débat se fasse. C'est cela que j'appelle le débat. Et c'est pourquoi je disais, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du RAVIP, au niveau des rumeurs que vous avez, pour moi, c'est malsain. Si tant est qu'il y a des idées claires au niveau du pouvoir par rapport à ces aspects-là, qu'est-ce qui l'empêche le pouvoir de mettre sur la table et de discuter avec les autres acteurs? Parce que si ce débat-là ne se fait pas et qu'on sort quelque chose, les autres ne vont pas rester les bras croisés. Vous connaissez l'enjeu.
L'enjeu politique, il est énorme. Il est énorme. Donc, ce que nous pouvons faire ici, de mon point de vue, et c'est pour ça que je m'y suis attaché, c'est de soulever les enjeux au niveau technique, de faire comprendre que plusieurs formules existent. Plusieurs formules existent et il faut que des choix se fassent. Mais ces choix-là, c'est les acteurs politiques, dans leur ensemble, pas une catégorie qui va s'asseoir, que c'est ces acteurs-là qui vont s'asseoir et retenir. Parce que, et je vais vous permettre que je revienne sur un aspect. Je vous ai dit tantôt que par rapport au recrutement des agents électoraux, ça ne se passe plus comme ça se faisait. Depuis 2013, où le code électoral a été voté, c'est maintenant la Sénat qui recrute les agents électoraux sans plus passer par les acteurs politiques. C'est un avis, un appel à candidature, les gars, ils postulent et on retient en tenant compte des profils. Vous voyez, c'est pareil par rapport au coordonnateur d'arrondissement. La loi dit c'est d'abord les magistrats, ensuite les greffiers, les avocats et puis les administrateurs civils. C'est vrai que le procédé n'est pas encore totalement huilé, mais si on a pu mettre ça dans la loi et qu'un début d'application a été fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire échapper l'identification de ces agents-là aux acteurs politiques sans que la maison s'écroule. Vous comprenez? La maison Sénat. Sans que la maison Sénat s'écroule. Mais ça peut représenter un risque pour la maison démocratie. Justement. Et le cas de Kenya est un exemple. Et c'est pourquoi je dis... C'est un exemple. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existera pas. Tout dépend de la formule que nous retenons, de ce que nous privilégions. Parce que dans tous les choix que nous retiendrons, il y aura des avantages, il y aura forcément des inconvénients. C'est à nous de voir quelles sont les options que nous privilégions. Pour être plus plausible à vos yeux, c'est que le débat se fasse. Et le lieu par excellence de prise de grandes décisions politiques reste, jusqu'à preuve de contraire, l'Assemblée nationale. Clotaire, l'idée, avant de me tourner vers l'analyste politique, et si le pouvoir décidait de prendre des décisions via l'Assemblée nationale actuelle, ça pourrait rencontrer votre assentiment? Quelles que soient les décisions qui seront prises, ce sera forcément par l'Assemblée nationale. Parce que ces questions-là sont du domaine de la loi. Donc, quelle que soit l'issue du débat, il faudra que cela soit formalisé à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je dis la première chose, c'est que le débat se fasse hors Assemblée nationale. Ça dit que les aspects techniques soient relevés, que les acteurs politiques, tous acteurs confondus, donnent leurs opinions. Et ensuite, l'Assemblée nationale se saisira du dossier forcément. Si à ce moment-là, l'Assemblée nationale, tenant compte de ce qu'elle penche forcément d'un côté, retient une option qui, ma foi, devient problématique, eh bien nous subirons tous. Mais avant qu'on en arrive là, il faut que l'Assemblée elle-même sache qu'est-ce qu'elle a devant elle, parce que c'est finalement elle qui prendra la décision. Oui, Clotaire, il est fort probable qu'on se retrouve dans un schéma, si le débat doit avoir lieu, que l'exécutif décide d'envoyer directement sa préoccupation à l'Assemblée nationale sans que les acteurs politiques n'aient à faire. Bon, les acteurs politiques hors ce creuset n'aient à faire un autre débat public et découvrent, comme les citoyens, ce qu'est le choix et la vision de l'exécutif. Alors, d'abord, l'Assemblée nationale est un lieu de débat politique aussi. Et les groupes parlementaires là-bas sont constitués en fonction des affinités politiques. Donc, ce sont les chapelles politiques qu'on retrouve dans le pays qui sont aussi transposées à l'Assemblée. Les plus représentatives. Pas toutes les chapelles politiques, attention. En tout cas. Et pas forcément les plus avertis. Les plus avertis. Les plus avertis, je ne sais pas comment on peut les certifier. Mais ce que je sais, c'est que la Constitution a dit que les Béninois choisissent leurs représentants. Et les Béninois ont choisi. Donc je pense que pour les Béninois, ce sont les plus avertis à leurs yeux. On peut avoir des débats sur telle chapelle politique ou bien sur tel député ou pas. Bon, ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Donc ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que l'Assemblée nationale aussi, c'est un lieu du débat. Mais nous tous, et nous tous, dans le pays, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit l'exécutif, nous sommes tous soumis à la loi. Et au regard aujourd'hui, en l'état de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ou bien de notre droit positif pour faire court, c'est que est-ce que c'est faisable? Ça dit quoi? De supprimer la Sénat? Moi, je suis tenté de dire non. Parce qu'il y a le principe de l'effet cliquet. C'est que, qui stipule que si vous faites un pas, jugez un pas très important en faveur de la démocratie, c'est que vous faites un pas en avant, vous ne pouvez plus régresser. Et en 2010,
et chose là, M. Olide se rappelle très bien, en 2010, quand l'opposition, composée par l'Union fait la nation et quelques forces politiques satellites, ont décidé d'abroger la loi sur le RENA pour pouvoir stopper la LEPI bâclée, bon, selon leur terme à l'époque, c'est que le juge constitutionnel a dit non. L'avènement d'une liste électorale informatisée est un progrès, un pas en avant, donc l'abroger, c'est retourner en arrière. Alors que quand on retourne au niveau de la décision du juge constitutionnel de 1980, du 23 décembre 1994, le dictum, il y a l'un des considérants qui dit: la création d'une commission électorale indépendante est une étape importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne, qu'elle permet d'une part d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la liberté et la transparence des élections, et d'autre part de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques. Et donc, je pense en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas supprimer la Sénat. Ben, on peut faire le débat sur ça, le débat de perfectionnement. Moi, je pense qu'on a réglé le problème de la professionnalisation, comme M. Olide l'a reconnu aussi. Et peut-être, il faut passer maintenant à l'étape de la technisation, si on peut, de la Sénat. C'est-à-dire, on finit avec la liste électorale, on a une liste fiable, certifiée, et maintenant, on voit comment on peut réduire les coûts sans pour autant chercher à réduire les coûts pour qu'on verse dans... Parce que le Kenya, en annulant les élections, c'est qu'on va réorganiser les élections. On va payer le coût des premières élections annulées. Et donc, on n'a rien gagné au final. On n'a rien gagné au final, ou bien vous voulez dire financièrement? Financièrement, c'est ça, on n'a rien gagné financièrement au final. Au contraire, par rapport à la liberté, la stabilité. C'est pour ça que je dis, si la liberté, la stabilité est dans le coût, il faut payer le coût. Si la liberté, la stabilité est dans le coût, il faut payer le coût. Clotaire Olide? Oui, moi je pense que la suppression, la modification de la Sénat sont envisageables. Pourquoi? Tout est envisageable. En parlant de jurisprudence actuelle, c'est vrai, il y a une jurisprudence, mais M. Coton est juriste, il sait que la jurisprudence peut évoluer. Peut évoluer, c'est pourquoi il n'y a pas un l'état de la jurisprudence. Aujourd'hui, la LEPI est une avancée par rapport à ce qui se faisait. Mais si on a aujourd'hui un état civil fiable, duquel on peut tirer une liste électorale fiable, c'est encore plus avancé de mon point de vue. Et à partir de ce moment-là, je ne crois pas que le juge constitutionnel interdise que cela puisse se faire. Donc, il y a une avancée qui peut être validée. De l'autre côté, je dis par rapport à la Sénat, quel est le problème que la Sénat voulait régler? Et ça, il l'a rappelé dans la jurisprudence de la Cour, c'était la question de confiance, d'impartialité et de crédibilité du processus. Alors, si tout ce qui pourrait faire problème est réglé et qu'on trouve une formule qui permet de régler ces aspects-là, il peut y avoir de revirement jurisprudentiel. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas exclu d'envisager une modification, une suppression de tel ou de tel autre. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours été contre ce débat de constitutionnalisation de la Sénat ou de la LEPI. Parce que pour moi, tout ça est appelé à évoluer. Et si on met ça dans le map de la Constitution, ça va être difficile de remettre en cause. Donc, la seule chose que je dis, et je répète, c'est qu'il faut que le débat se fasse. Quand le débat va se faire, et qu'en évaluant les aspects positifs et négatifs, nous nous entendons pour dire telle structure, il faut la revoir, telle autre, il faut la supprimer, tel outil, il faut l'améliorer pour qu'on y arrive. Si on fait tout ça, on a moins d'argent à dépenser. Au vu de tout ça, voilà ce que nous retenons comme formule. Je crois que ça va apaiser, ça va arranger tout le monde et ce sera une avancée de plus pour notre démocratie. Clotaire Olide, Steve Poton, merci. Merci pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat qui ne vient que de commencer là où se trouvent des idées contradictoires jaillit finalement la lumière, dit-on, mesdames, messieurs, le moment venu pour nous de vous fausser compagnie pour ce numéro de votre émission 100% BD. Mais avant, cette citation de l'historien et philosophe français Raymond Aron, je cite: « Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. »
à chacun de savoir là où il va. Mesdames, Messieurs, merci donc pour votre aimable attention. 100% BD, c'est terminé. Demain, un autre jour pour un autre numéro avec la même disponibilité. À très vite.